L'aventurier de Châteaudet, Mike Horn, a réussi son pari. Il a bouclé son tour du cercle polaire arctique en plus de 2 ans. L'Union syndicale suisse dénonce plusieurs cas de dumping salarial. Elle demande au canton de mieux lutter contre les abus. Et le numéro 1 mondial du tennis, Roger Federer, quitte Rolex. Il choisit comme sponsor une petite marque jurassienne. Bonsoir à vous tous. Mike Horn est donc arrivé aujourd'hui au Cap Nord, en Norvège. Après avoir parcouru 20 000 kilomètres, l'aventurier sud-africain de Châteaudet aura traversé durant plus de 2 ans et dans des conditions extrêmes le Groenland, l'Alaska, le détroit de Bering ou encore la Sibérie. L'équipe de Zigzag Café, Raphaël Blanc et Jean-Philippe Rapp étaient sur place pour l'accueillir. Mike Horn est de retour, 20 000 km, beaucoup de dangers affrontés. C'est un moment fort parce qu'il y a naturellement les sponsors, ses amis, mais il y a surtout sa famille qu'il va retrouver. C'est le chemin de la maison, comme il dit. Il va l'exprimer à plusieurs reprises et puis c'est surtout le retour d'un amoureux. Try. Allez, Oh my baby. Mwah. Oh, that's good to see you. Hello. Oh, yo, you become so big. Oh. Oh, is that mine? Huh? Oh, my baby, thank you very much. Mais voilà. Hey, thank you. Qu'est-ce que tu vas répondre aujourd'hui à tous les gens qui vont te dire, mais au fond, pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi? Ouais, parce que pourquoi un poisson nage? Parce qu'il peut. Pourquoi un oiseau vole? Parce qu'il peut. Pourquoi Mike Horn fait les aventures? Parce qu'il peut. Et puis, ça me rend heureux. C'est ça que je sais faire. Et puis, j'ai essayé de travailler comme tout le monde. J'arrive pas, mais j'arrive de faire des petites expéditions. Et puis, c'est pour ça. Si ça sert à rien à tout le monde peut-être, mais ça sert à quelque chose à moi. Qu'est-ce que ça t'a apporté, ces 20 000 km, ces 2 ans et 3 mois? Ouais, vraiment beaucoup à l'intérieur de moi. J'ai vu des choses que je voulais voir. J'ai beaucoup plus d'expérience aujourd'hui qu'avant. Je me connais un peu mieux. Je sais jusqu'où je peux aller. Ou peut-être légèrement plus loin aussi. Ça m'a apporté beaucoup de choses. L'homme qui rentre est heureux. Et il est heureux. Il a vraiment, au fond, au profond de moi, je suis heureux et puis je suis content, satisfait. Satisfait, ouais. La satisfaction, c'est ça qui est important. Le retour de Mike Horn en Suisse est normalement prévu ce lundi, mais la grande fête avec ses amis, ce sera pour vendredi prochain, chez lui, au Moulin, juste à côté de Châteaudet. C'est là que ses amis l'attendent de pied ferme, comme le montre ce reportage de Géraldine Jacot et d'André Tomaszewski. Hello. Hello, monsieur Mike. Comment il va, Pipo? Ça va bien? C'est pas là, c'est pas bien, hein? C'est pas bien, hein? T'as vu, hein? Tu es où, toi? 2 longues années d'absence n'auront pas découragé les amis de Mike Horn. Aujourd'hui, à Châteaudet, on a beau être en vacances, on attend avec impatience son retour prévu la semaine prochaine. Tout le monde attend Mike, quoi. Ça fait maintenant 2 ans et demi qu'il est parti. Et puis on se réjouit tous de le revoir parmi nous, pour boire une petite vodka cul sec, pour arriver à remettre un petit peu les choses en route. Puis une petite schnouf, peut-être aux autres. Hein. Une fête est prévue le vendredi 29 octobre pour célébrer comme il se doit le retour du Sud-Africain. Rendez-vous derrière le restaurant de la Croix d'Or au Moulin. Châteaudet se réjouit de l'accueillir au Moulin. D'ailleurs, une grande fête sera organisée ce jour-là où il y aura tous ses amis, il y aura toute la population qui est invitée. Et je crois que là, vraiment, on pourra montrer, disons, ce que Mike Horn a été. Pendant ces 2 ans, on va le fêter dignement, disons, comme un habitant de Châteaudet qu'il est. Ici, on sait que l'homme est un courant d'air. On parle déjà d'une aventure que Mike Horn partagerait cette fois-ci avec des enfants. Et la semaine prochaine, Mike Horn sera l'invité de Zigzag Café. Le ténor des prix cassés, l'Allemand Aldi, débarque en Suisse romande. Il envisage de s'installer dans la broie fribourgeoise, à Dondidier plus précisément, selon une information de la radio suisse romande. Et c'est là que devraient être créés 300 emplois. Corinne Rebetté.
Aldi lorgne du côté de la Suisse romande et c'est Don Didier que le groupe allemand d'alimentation a choisi pour implanter son centre de distribution. La région pourrait y gagner la création de 300 emplois. Je ne connais pas du tout le magasin, mais je trouve très bien que ça crée 300 emplois, d'après ce que j'ai entendu. Ouais, c'est pas mal, quoi. C'est déjà mieux que les méga trucs de jeu, là. Micheland et compagnie. Là. Aldi aimerait ouvrir une 50aine de points de vente en Suisse romande. Le centre de distribution prévu dans la Broye est de viser à 60 millions de francs. Ce sont ces terrains-là que le groupe Aldi envisage d'acquérir, des terrains qui devraient lui coûter un peu plus de 10 millions de francs. Ils sont idéalement situés à proximité de l'autoroute A1 et à mi-chemin pratiquement entre Berne et Lausanne. Aldi, c'est le plus gros hard discounter d'Europe. Sa philosophie est très simple, casser les prix grâce notamment à un service rapide et des produits que le client doit déballer lui-même. Il reste encore un obstacle à passer pour le groupe allemand. Le législatif de Don Didier doit donner son aval début novembre. À Genève, encore une nouvelle affaire au sein de la police. On vient de l'apprendre. Un sous-brigadier de la gendarmerie a été arrêté hier. Il est détenu à la prison du Bois-Mermet. L'homme est accusé d'entrave à l'action pénale et de violation du secret de fonction. Selon nos informations, le gendarme fréquentait, voire collaborait avec des malfrats. La juge d'instruction a suspendu l'affaire, qui est donc entourée du plus grand secret. Mais Christian Fellbaum a pu interroger tout à l'heure la patronne de la police genevoise, Micheline Speury. On l'écoute. À partir du moment où on a choisi une politique de transparence, il faut avoir le courage de la tenir jusqu'au bout. Et c'est l'autre aspect, c'est qu'il y avait auparavant également des comportements qui étaient préjudiciables et sanctionnables. Il y avait beaucoup moins de transparence de la part de l'autorité. Ça, c'est un premier point. La deuxième chose, c'est que compte tenu de la difficulté du métier de ces femmes et de ces hommes, il faut leur apporter les moyens d'exercer leurs nouvelles fonctions. Ceci, c'est une nouvelle formation et une nouvelle formation continue. Il faut à la fois leur permettre d'avoir plus de maîtrise, d'être mieux formés en matière de déontologie, comme dans toutes les professions, et en même temps, bien sûr, appliquer un système de sanctions si, par hypothèse, ils n'appliquent pas cette méthode. Mais je crois que c'est important de souligner aujourd'hui que 80 plaintes dans une année sur 60 000 interventions, c'est vraiment ramener, je dirais quantitativement, ces comportements qui ne sont pas acceptables à leur juste proportion. Mais à chaque dérapage de policier, j'imagine quand même que ça vous fait mal. Ça me fait mal, comme ça fait mal à leurs autres collègues, comme ça fait mal, je dirais, à tout le monde. Et puis dans l'affaire du terroriste présumé détenu à Cloten, Berne a confirmé que la Suisse allait procéder à son extradition vers l'Espagne. Par ailleurs, le ministère public de la Confédération a ouvert sa propre enquête sur cette affaire. Les syndicats sont fâchés. Ils affirment que les cas de dumping salarial sont nombreux depuis le 1er juin, depuis que les travailleurs suisses et européens sont sur pied d'égalité. Et ils menacent de lancer un référendum contre l'extension de la libre circulation des personnes si rien n'est fait pour lutter contre les abus. Varuna Singh. Devant la presse ce matin, les syndicats ont dénoncé des abus dans toute la Suisse. Depuis l'entrée en vigueur de la libre circulation en juin, des entreprises versent des salaires inférieurs aux normes locales à des ouvriers de l'Union européenne. 2 cas ont notamment été découverts dans le canton de Vaud. À Lausanne, des peintres étaient payés 17 au lieu de 21 francs de l'heure. Dans la Broye, des charpentiers touchaient 17 au lieu de 28 francs. Notamment avec des travailleurs allemands dans le secteur de la plâtrerie-peinture, par exemple, dans le canton de Vaud, nous avons eu des cas pareils à Fribourg et aussi à Genève. Ces travailleurs étaient payés 10 à 15 francs en dessous du tarif contractuel, à savoir 40 à 50% de moins. Pour les syndicats, la situation prévaut parce que les cantons ne font pas entièrement leur travail. L'USS les accuse de ne pas procéder à suffisamment de contrôles. Elle réclame que les mesures d'accompagnement prévues depuis le 1er juin soient donc appliquées immédiatement et que des sanctions soient prévues pour les entreprises en faute. Nous demandons que la Confédération fixe des standards minimaux pour le nombre d'inspecteurs dans les cantons, que la Confédération paye une partie des inspecteurs pour pouvoir exercer une pression sur les cantons de contrôler les conditions de travail. Et en plus, nous devons réfléchir à des sanctions plus élevées pour des entreprises qui ne respectent pas les lois. Si ces revendications ne sont pas entendues, l'USS brandit la menace d'un référendum contre l'extension de la libre circulation à l'Est.
Pas contre le principe, mais parce qu'elle estime que le marché suisse ne serait pas préparé à absorber de nouveaux travailleurs étrangers. Roger Piquant, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, le canton de Vaud, qui est notamment montré du doigt par les syndicats, comment est-ce que vous réagissez ? Mais écoutez, je suis un tout petit peu étonné parce qu'en fait, la commission tripartite cantonale qui doit s'occuper de ces problèmes est à la disposition des syndicats. Et les syndicats nous ont amené un seul cas problématique au mois de juin et depuis plus rien. À tel point que nous avons même, au début octobre, annulé avec l'accord du syndicat la séance de la commission tripartite parce que nous n'avions pas d'objet et pas d'abus à mettre à l'ordre du jour. Alors, il faut dire justement que vous connaissez particulièrement bien ces cas, puisque vous êtes le président de cette fameuse commission tripartite du canton de Vaud. Vous dites que les syndicats ne vous ont ramené qu'un seul cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne font pas bien leur travail? Alors écoutez, il y a une trentaine de secrétaires syndicaux qui sont sur le terrain en contact avec les travailleurs dans le canton de Vaud. Au niveau du canton, nous avons 25 personnes, inspecteurs du travail, délégués à la lutte contre le travail au noir, qui contrôlent le marché du travail. Ça veut dire qu'il y a dans le canton de Vaud une bonne cinquantaine de personnes qui contrôlent les abus sur le marché vaudois du travail. Et encore une fois, je pense que les abus sont peu nombreux, sinon ils seraient détectés. Comment vous expliquez quand même, M. Piquant, cette virulence de ton des syndicats ? Alors je crois que les syndicats ont très peur de l'ouverture vers les 10 nouveaux pays membres de l'Union européenne et ils font pression politique pour que les cantons, et en particulier les cantons de Suisse alémanique qui ont fait moins d'efforts que nous, se dotent des ressources nécessaires pour contrôler leur marché du travail. Il faut dire que sur cette question, on s'attend à un débat important en décembre aux chambres fédérales. Mais quand même, M. Piquant, il y a certains cas d'abus, on l'a entendu, 10 à 15 francs, ils sont payés 10 à 15 francs de moins. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ces cas-là, même s'ils restent rares? Alors écoutez, si ces cas sont rares, ils sont totalement intolérables. Le gouvernement vaudois l'a dit très clairement, la libre circulation ne doit absolument pas être synonyme de dumping salarial et nous ne tolérerons pas de tels cas. Maintenant, si les syndicats veulent que nous intervenions, il faut qu'ils nous communiquent les cas directement à la commission et pas qu'on fasse des conférences de presse tonitruantes. Monsieur Piquant, merci infiniment. Et puis tout à l'heure, Micheline Calmiret était l'invitée du Dies Academicus de l'Université de Lausanne. À cette occasion, la conseillère fédérale a rappelé qu'elle s'opposait à la conception conservatrice et nationaliste, je cite, de la neutralité. Pour la chef des affaires étrangères, la neutralité est un principe actif de la politique étrangère. Dans le Jura, la liaison ferroviaire entre Boncourt et Belfort va être réouverte, ce qui permettra aux Jurassiens d'avoir une liaison directe avec la France et d'accéder au futur TGV Rhin-Rhône. Et puis, tout à l'heure, Moritz Leuenberger a inauguré le nouveau tronçon Mattstetten-Rotrist, un moment que le ministre des Transports n'a pas hésité à qualifier d'historique. Il faut dire qu'il s'agit de l'ouvrage central de Rail 2000 qui permettra de réduire sensiblement la durée des trajets entre Berne et Zurich en raison de la vitesse des trains. Au Japon, le bilan du typhon Tokage est particulièrement lourd. Au moins 63 morts et 25 disparus dans le sud et le centre du pays, selon un bilan toujours provisoire. De plus, 13 000 personnes ont dû trouver refuge dans des abris temporaires. Amélie Boguet. Le soleil levant au Japon, image de désolation après une nuit de chaos. Une nuit longue, très longue, pour ces touristes, entre autres, bloqués sur le toit de leur car depuis la veille. Les secours n'ont pu intervenir qu'au petit jour. Les passagers sont heureusement tous sains et saufs. Ils ont eu beaucoup de chance, car le typhon Tokage s'est éloigné, laissant un archipel dévasté. Plus de 80 morts et disparus, 300 blessés selon les derniers bilans, la plupart ensevelis dans des coulées de boue, comme ici à Okayama. Tout le pays est paralysé, les transports, les ports. Ce bateau russe devait rejoindre Vladivostok demain. Tokage, qui signifie lézard, s'est d'abord abattu sur les îles Okinawa avant de remonter vers Kyushu, puis l'ouest et le centre de l'archipel. On est loin des typhons les plus dévastateurs de l'histoire du Japon, comme celui de 1959 qui avait fait 5000 morts. Mais Tokage, le 10e de la saison record absolu, reste le plus puissant et le plus meurtrier de la décennie. Et cette chute spectaculaire hier soir en direct du président cubain Fidel Castro, c'était à l'issue d'un discours prononcé à Santa Clara, dans le centre de l'île. Et vous allez le voir, la chute est spectaculaire.
Le leader Maximo a tenu à rassurer lui-même la population. Une fracture au genou et peut-être une au bras, a-t-il dit. Mais en tout cas, il a assuré être entier. Aux États-Unis, nouvelle étape de notre voyage dans les États les plus disputés, ces fameux swing states. Cette fois, c'est au Missouri que nous vous emmenons, un État que Bush avait remporté de justesse il y a 4 ans, un État où les liens entre politique et religion sont particulièrement étroits, comme le montre le reportage de nos envoyés spéciaux Claude Pelot et Jean-Philippe Chalère. Bush ou Kerry, le Missouri est très partagé et chaque maison affiche son favori. Dans cet État qui a massivement rejeté le mariage homosexuel, le facteur religieux est crucial. Caroline McKnight, républicaine modérée et pratiquante, dirige une association qui surveille les sermons des pasteurs. Ceux-ci n'ont pas le droit d'appeler à voter pour un candidat, sous peine de perdre leur statut d'exemption fiscale. Mais après 4 ans d'administration Bush, la droite religieuse se moque de la loi séparant l'Église et l'État. Je pense qu'un plus grand nombre de pasteurs ont le sentiment qu'ils peuvent parler de politique dans leur église en toute impunité. Des pasteurs qui misent à nouveau sur George Bush pour lutter contre l'avortement et le mariage gay. Ils le voient comme un homme de Dieu. Ils ont quelqu'un qui soutient leur point de vue religieux à la Maison-Blanche. Susan Udek est démocrate et va à l'église. Elle a rejoint la Mainstream Coalition par rejet des extrêmes. Elle se défend de jouer un rôle de délatrice. Je ne suis pas sûre que nous soyons Big Brother. On ne dit pas aux gens comment ils doivent vivre. Ce sont les fondamentalistes dans leurs églises qui disent aux gens qu'ils se trompent et comment ils doivent marcher droit. Ce soir, Susan est en mission. Elle va écouter Jerry Falwell, l'un des pasteurs les plus fondamentalistes, invité par une église de Kansas City. Caroline McKnight donne ses consignes à ses ouailles. Elles doivent noter tout ce qui se rapporte à un discours politique. 3 Américains sur 4 veulent un président avec de fortes convictions religieuses. Sur ce plan, John Kerry a un sérieux problème avec Dieu. 7% seulement des Américains considèrent ce catholique pratiquant comme un homme religieux. La campagne pro-Bush menée par certains pasteurs dans leurs églises y est évidemment pour quelque chose. For more than 30 years, unbelievably, we have legalized the killing of unborn children. Sous l'œil attentif de la Mainstream Coalition, Jerry Falwell se garde bien d'appeler directement à voter Bush. Tout ce qu'on doit faire, c'est les informer sur les programmes des candidats. Et ils sont suffisamment intelligents pour choisir le bon candidat et voter pour le Bush de leur choix. Ils possèdent des chaînes de radio et de télévision. Ils sont organisés. De notre côté, il y a de très nombreux groupes progressistes aux États-Unis, mais personne ne nous rassemble. Et ça fait toute la différence. Ces femmes courageuses ne se font guère d'illusions. Elles savent bien que l'énorme machine de propagande alimentée par les pasteurs de droite ne sera pas stoppée par leur modeste grain de sable. Alors Jean-Philippe Chalère, vous rentrez des États-Unis. Ce qui frappe beaucoup dans votre reportage, c'est ce lien assez fort entre politique et religion. Alors pour Jerry Falwell, le pasteur que l'on vient de voir, l'Amérique n'est pas un pays laïque. C'est une nation under God, un pays sous la loi divine. Ces idées, évidemment, sont très présentes à la Maison-Blanche, avec George Bush qui pense que le plus grand philosophe de tous les temps est Jésus-Christ, et son ministre de la Justice qui fait prier ses collaborateurs tous les matins. Alors, en soi, cette piété ne choque pas les femmes de la Mainstream Coalition donc, que l'on a vues. Elles sont aussi religieuses, elles vont à l'église, tout comme Bush. Non, ce qui les choque, c'est de gouverner selon la religion, et en particulier de la vision... Il n'y a pas de séparation, dans le fond, entre politique et religion. Voilà, et surtout de la vision la plus fondamentaliste de l'Évangile. Alors ça, effectivement, ça les choque beaucoup, ce qui fait qu'elles se battent, comme on le voit, pour la séparation de l'Église et de l'État. Et est-ce qu'elles pourraient, dès lors, voter pour John Kerry ? Alors effectivement, ce qui est surprenant, c'est que Caroline McKnight, donc, qui est une républicaine modérée, va voter Kerry parce que pour elle, 4 ans avec Bush, et c'est fou de Dieu, ça suffit. Ce qui est frappant aussi, c'est que j'ai rencontré beaucoup de ces républicains modérés, en particulier en Floride, qui sont prêts à franchir le pas. Et ça, je pense que ça explique peut-être que John Kerry remonte dans les sondages, là on le voit. Alors il y a évidemment d'autres facteurs, hein. Il a fait de très bons débats, il a été montré comme un vrai présidentiable, même s'il n'est pas très encore chaleureux, si c'est ni Clinton ni Kennedy.
D'où ce que l'on voit sur des images assez intéressantes. On le voit partir à la chasse. Les images qu'on a reçues aujourd'hui. À la chasse aux oies et en fait à la chasse aux voix aussi, évidemment. C'est une façon de se rapprocher de l'Amérique profonde. On verra si cela servira effectivement à le faire encore remonter. Alors Jean-Philippe, qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans ce pays ? Ce qui frappe d'abord, c'est la qualité de l'accueil. C'est que les Américains sont incroyablement ouverts. Pour nous, Européens, c'est vrai qu'on s'attendait un petit peu à se faire un peu mal recevoir, mais pas du tout. Ils sont très curieux de ce qui se passe en Europe et surtout de l'image qu'ils renvoient, de comment vous nous voyez, nous les Américains, en Europe. Est-ce qu'on est vraiment ces gros méchants qui veulent conquérir le monde, enfin imposer notre vision du monde. Et ça, c'est vrai que ça les inquiète un peu quand même. C'est vrai qu'on a une vision assez différente des Américains. Tout à fait. Et c'est vrai que ça, c'est assez frappant de voir à quel point ils sont ouverts à nous. Jean-Philippe Chalère, merci beaucoup et on va vous retrouver demain pour un nouveau reportage. Ce sera cette fois au Michigan où nous intéresserons au vote des musulmans. En économie, Nestlé a annoncé aujourd'hui un chiffre d'affaires stable à plus de 64 milliards de francs pour les 9 premiers mois de cette année. Les ventes sont en recul en Europe, mais en Asie, en revanche, le groupe Veuvezan marque des points. C'est d'ailleurs sur le continent asiatique, plus précisément au Japon, à Kobe, que Nestlé vient d'ouvrir un centre unique au monde de marketing relationnel. Reportage Georges Baumgartner. À Kobe, ville ouverte sur une Asie battant tous les records de croissance au monde, Nestlé a créé ce centre de marketing relationnel. Il connecte par l'Internet 1,5 million de foyers japonais. Chaque année, nous recevons 150 000 appels téléphoniques et des dizaines de milliers d'autres par email. Nestlé, qui dépend déjà de l'Asie pour près du quart de son chiffre d'affaires global, communique tout le temps avec ce 1,5 million de foyers japonais. Il veut tout savoir d'eux, leur goût, leur couleur, leur bleu salade. Même par le biais d'un téléphone portable, les consommateurs peuvent accéder à un site sur le net pour faire part de leurs émotions, de leurs suggestions. Elles sont analysées pour déterminer les tendances, aider au développement de nouveaux produits. Nestlé a par exemple découvert que certaines personnes handicapées ou âgées avaient de la peine à ouvrir ces boîtes de café instantanées. Aussitôt, de nouvelles boîtes ont été créées. Une information cruciale lorsqu'on sait que Nestlé domine 70% du marché japonais du café soluble, qu'il dépend de ce seul produit pour près de la moitié de son chiffre d'affaires annuel. Les 90 années d'expérience de sa filiale japonaise, l'une des plus profitables, sur le marché au monde le plus compétitif, sont utilisées par Nestlé pour conquérir le reste de l'Asie. Le Japon est en train d'investir très fort, évidemment, dans la Chine. Et pour pouvoir faire de la compétition avec ces gens, notre exemple ici va, je suis sûr, aider Nestlé à mieux se développer dans cette partie du monde. Seule l'Asie avide de consommation peut assurer la prospérité future de Nestlé. Autre fleuron de l'économie suisse, Logitech, qui annonce des résultats records ce trimestre avec un bénéfice net de plus de 30 millions de francs. Et Novartis n'est pas en reste, malgré un marché au ralenti. Son bénéfice a progressé de 20% à 4,4 milliards de dollars sur 9 mois. Novartis qui pourrait bien enregistrer des résultats annuels records pour la 8e fois consécutive. Une petite marque de l'horlogerie de luxe qui s'offre le numéro 1 du tennis mondial. Cela peut surprendre et pourtant, Roger Federer a choisi l'entreprise de Seigneur-Légier, Maurice Lacroix. Il vient de signer un contrat de 5 ans et quitte donc son ancien sponsor Rolex. Christophe Urfer et Jean-Baptiste Guillet. L'événement ne passe pas inaperçu. Tout le village a appris la venue de Roger Federer, alors les enfants l'attendent de pied ferme. Le numéro 1 mondial visite la fabrique de son partenaire pour la première fois. Il est ici pour découvrir la confection des montres. Un événement organisé pour que l'on parle de lui, mais aussi et surtout de son sponsor. Le contrat entre les deux parties a été conclu en juin dernier. Il était encore le numéro 2, qu'on a commencé les négociations avec lui et justement avant de signer, il est devenu numéro 1. En s'offrant les services du meilleur tennisman de la planète, l'horloger jurassien a des objectifs très clairs. Investir des marchés où la marque est peu présente, l'Amérique et l'Asie. Ainsi, les victoires du champion au tournoi de Bangkok ou à l'US Open ont une importance capitale. Je dirais une croissance peut-être de 10%, 15% par année, quelque chose comme ça. En plus, grâce à lui.
En plus, ou bien je dirais en total, je pense le Roger Federer effet dans toutes ces choses-là est peut-être 5% en plus. Roger Federer a aussi ses intérêts, car son nom est désormais un produit marketing soumis à une stratégie. Alors quand il quitte l'horloger Rolex pour une marque moins connue, ce n'est pas sans raison. C'est très important d'être derrière son produit. Et quand j'ai vu qu'est-ce que Maurice Lacroix me présentait, je préférais ça que l'autre. Ils font la pub seulement avec moi. C'est ça surtout qui me plaisait beaucoup. Le montant de l'accord entre les deux parties est des plus secrets. On parle de 5 millions de francs. Alors, info ou intox? Les chiffres, comme ça, je ne les connais pas. Et je ne peux pas dire oui ou non, parce que ce n'est pas ça qui compte le plus. 3 modèles de montres portent le nom du champion. Roger Federer est reparti avec, laissant Seigne Léger au calme des Franches-Montagnes. En sport, la Baloise Patty Schnyder s'est qualifiée il y a quelques minutes pour les quarts de finale du tournoi de Cloten en battant la Colombienne Fabiola Zuluaga en 2-7, 6-4, 6-3. Menée d'entrée de jeu par 2-0, la Suissesse a su réagir avec beaucoup de maîtrise et n'a plus jamais été inquiétée. Patty Schnyder affrontera demain l'Argentine Paola Suarez. Et puis en football, le FC Bâle, qui est le dernier club suisse encore engagé en Coupe d'Europe, joue ce soir son premier match de groupe UEFA en Allemagne face à Schalke 04. Un match que vous pourrez suivre en direct sur TSR2 dès 20h30. Voilà, c'est ainsi que prend fin ce journal dont je vous rappelle la principale information. Vive émotion au Cap Nord, en Norvège, ce matin, où l'aventurier de Châteaudet, Mike Horn, a retrouvé toute sa famille après plus de 2 ans d'absence. Pendant ce temps, il aura bouclé son tour du cercle polaire arctique en solitaire, après avoir parcouru plus de 20 000 kilomètres. Des images très émouvantes. Et puis, coup de chapeau à temps présent qui vient d'être primé à Barcelone pour l'enquête sur les mercenaires privés en Irak, une enquête signée Jean-Philippe Sépi et Michel Heiniger. Temps présent qui vous propose par ailleurs ce soir un reportage sur le régime Atkins. Avis aux amateurs. Au nom de toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce journal, je vous remercie de votre attention. Dès demain, vous retrouverez à cette même place Philippa de Roten. Excellente soirée à vous tous et à très bientôt.